Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est en direct, même le lundi de Pâques. Pour participer à l'émission, poser des questions aux invités. Vous faites part de vos commentaires. Le numéro de téléphone habituel, le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous appelez d'ailleurs notamment de Brazzaville, de Kinshasa, de Lubumbashi, de Cotonou, de Los Angeles, de Montréal, de Tokyo ou encore de Édimbourg, c'est le 00 33 1 55 07 01 55 07 58 00 bien sûr. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, Le Grand Débat. Une question dans le grand débat aujourd'hui, comment éviter une crise majeure au Congo-Brazzaville? C'est désormais officiel au Congo-Brazzaville. La modification de la Constitution n'est plus une question taboue, selon les termes du ministre de la Communication, bienvenue Okemi. En tout cas, l'affaire est aujourd'hui ouvertement évoquée au sein du gouvernement, alors même que le Parti congolais du travail, le parti présidentiel, ne cache plus son intention d'œuvrer à l'aboutissement de ce projet. Quelles peuvent être les conséquences de cette initiative vivement contestée par l'opposition et qui devrait permettre à l'actuel chef de l'État de briguer un nouveau mandat, un de plus, contrairement aux prescriptions de la Constitution. Alors que certains estiment que l'affaire est déjà entendue, d'autres espèrent encore que le pouvoir ne se risquerait pas à franchir le Rubicon de ce qui pourrait apparaître comme un coup d'État constitutionnel porteur de tous les dangers. Détails et explications dans ce grand débat. Et l'émission est réalisée, bien sûr, par Jérémy Gibis-Boucher. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Quelques nouveaux amis. Idriss El Topo, Zach Ibro, Yazid Nouraye, Gessi Abdillahi, Hussein Med et tous les autres. Merci de rejoindre la communauté des co-débatteurs, des auditeurs fidèles du grand débat sur la toile. Merci infiniment. Tout de suite, notre débat du jour. Africa numéro 1, Le Grand Débat. Projet de modification de la Constitution au Congo-Brazzaville en question dans ce grand débat, un projet qui, selon de nombreux observateurs, serait porteur de tous les dangers. Par quelles voies et moyens éviter au Congo de basculer dans une zone de turbulence? Nous en parlons avec deux invités. Jean-Luc Maleka, ancien ministre de l'économie, des finances et du plan du Congo, dans le gouvernement de transition issu de la conférence nationale en 1991. Jean-Luc Maleka, bonjour, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous. Aurélie Ganga, directrice générale de... Je ne suis plus directrice générale. Vous n'êtes plus directrice générale, c'est Je suis journaliste. Vous êtes journaliste à MN TV et MN Radio quand même, hein? Je ne suis plus, je suis journaliste indépendante. Journaliste indépendante maintenant. Vous voyez, on m'a fait une fiche un peu ancienne. Hein, ah c'est oui, ça, c'est la fiche de l'année dernière. J'aurais dû le savoir. Journaliste indépendante. Pardonnez-moi. Complètement indépendante. Alors, Aurélie Gaga. Vous avez bien fait de réagir d'ailleurs. Hein. Ça, c'est une réaction tout à fait journalistique. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Je vous ai présenté en deuxième position. J'aurais dû commencer par vous, évidemment. Pas une question d'élégance, mais bon, j'ai souscrit au protocole étant donné que nous avions un ancien ministre sur le plateau. C'est bien ça, hein. Jean-Luc Maleka, alors vous venez de prendre la tête d'un regroupement de formation de l'opposition qui organisera le 31 mai prochain à Paris les assises nationales pour l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville. Fin de citation. Alors ce sera sur le thème « Touche pas à ma constitution ». Alors officiellement vous êtes le coordonnateur de cette initiative, deux autres coordinateurs à vos côtés, m'a-t-on dit, Noël Magloire Ndomba et Benjamin Tungamani, c'est bien ça, hein? C'est bien cela. Voilà. Oui. Et vous avez exercé au Congo, des responsabilités ministérielles, je le disais, et pas des moindres. Alors, l'objectif que vous visez actuellement porte essentiellement sur ce projet de modification de la Constitution, ou alors il est beaucoup plus large que celui-là. Bon, avant de vous répondre là-dessus, je voudrais vous préciser, comme vous l'avez dit, que j'ai été ministre après la conférence nationale sous le gouvernement de M. André Milongo, de transition. Donc, pendant cette conférence, nous avions mis en place un nouvel ordre économique et social avec comme point d'orgue la démocratie pluraliste, la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, et pour en revenir à votre question, il existe une crise multidimensionnelle au Congo, à la fois morale, sociale, conséquence de la mauvaise gouvernance, de la corruption généralisée et de l'accaparement par un clan du patrimoine national. Donc, au regard de l'acuité de tous ces problèmes, il était nécessaire de faire donc une réflexion collective dans un cadre totalement pacifique, en cherchant à faire des propositions en vue de changer cet état de choses, tout en recherchant à reconstruire la paix au quotidien et sur des bases solides. La paix est menacée au Congo ?
ce n'est pas que la paix est menacée au Congo, mais... Comme vous dites que vous allez reconstruire la paix, alors. Non, c'est-à-dire que la paix, ce n'est pas uniquement le fait que les armes se taisent. La paix doit se construire tous les jours. Est-ce que la paix sociale est menacée aujourd'hui au Congo? Aujourd'hui, vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une corruption généralisée. Je pourrais vous donner quelques chiffres en matière de gouvernance qui prouvent que notre pays a un paradoxe total. Toutes les grandeurs macroéconomiques sont extraordinaires. Mais en termes de gouvernance, c'est la catastrophe, si bien que nous ne sommes pas éligibles à beaucoup de possibilités d'obtention de financement, de lutte contre la pauvreté, comme ce qui vient d'être fait récemment aux États-Unis. Et je pense que avec ce problème de modification de la Constitution, et comme nous savons également que, au regard de notre histoire, les élections ont toujours amené des problèmes. Donc, il était nécessaire que nous nous organisions. Et un rassemblement des Congolais, un rassemblement citoyen. C'est-à-dire qu'à partir de ce rassemblement, il y a un peu tout le monde. Vous avez des individualités. Mais ce n'est pas le seul rassemblement quand même de l'opposition. Hein. Non, c'est quelque chose de nouveau. Oui. Et là, on y trouve des gens qui n'allaient pas souvent s'organiser dans des associations. Moi de même, y compris, et plein d'autres. Donc, il y a des individualités, des associations, des confessions religieuses, des partis, des jeunes, des femmes, des milieux économiques, et cela commence à prendre corps. Alors, pourquoi juste pour comprendre, pourquoi avoir choisi Paris pour organiser ces assises nationales? Nous avons choisi Paris pourquoi pas Brazzaville? Non, parce que d'abord, Paris, c'est la France, si je peux ainsi dire, c'est la 3e ville du Congo. Ah. Il y a quand même quelques 200 000 habitants, 200 000 Congolais qui habitent en France. Oui. Et en plus... Est-ce que c'est pas une manière de confirmer que le cordon ombilical entre la France et le Congo n'est pas encore coupé? Non, il n'est pas du tout coupé. Bien entendu. Il n'est pas coupé? Ben, actuellement, quand on voit l'état du Congo, quand on voit les relations entre la France et le Congo, ben, le cordon ombilical n'est pas totalement coupé. Mais vous le confirmez, vous aussi, vous renforcez cet état de fait en organisant à Paris des assises nationales pour l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville. Mais non, c'est assez facile de faire ces assises ici à Paris, d'autant plus que nous avons une intelligentsia qui est forte, nous avons des forces vives dans toute la France, mais ce n'est pas que seulement la France. Nous avons des amis qui sont en Belgique, qui sont au Canada, mais qui ce n'est sont pas dans neutre, je veux dire, africains. monsieur le ministre, ce n'est pas neutre, parce que bon, pour l'opinion, évidemment, et resterait au Congo-Brazzaville, on se dit, bon voilà, vous parlez d'une crise multidimensionnelle dans votre pays, Paris, c'est pas neutre, voilà, c'est quand même la capitale de l'ancienne puissance coloniale. Pourquoi on n'avait pas fait ça, je sais pas moi, à Abidjan par exemple, ou à Niamey? Mais je vais vous répondre. Aurélie Ganga va répondre. Je vais vous répondre ce que ne dit pas monsieur le ministre. Moi, je vais être très clair. C'est très facile d'être à Paris et de taper sur le pouvoir, taper sur le Congo, dire que rien ne va, que c'est la catastrophe, que c'est dictateur, etc., etc. C'est très facile d'être à Paris et de se poser en opposant dans son confort, tranquillement, etc., etc. Moi, je les invite à rentrer au pays. Et contrairement à ce qu'ils disent, les choses sont en train d'avancer au Congo-Brazzaville. Moi, je suis une Congolaise de la diaspora. J'ai fait le choix de rentrer. Je ne dis pas que les choses sont simples, mais moi, je vous dis, le Sassou d'aujourd'hui auquel je suis confrontée n'est pas le même que celui lorsque j'ai quitté. En quoi il a changé? Il a changé parce qu'en ce moment, il fait des choses. Moi, on va pas m'accuser. En ce moment, depuis combien de temps? Ah bah, écoutez, moi, en tout cas, je parle pour moi. Depuis que je suis rentrée, j'avais très peur, en fait, au départ, quand j'avais décidé de rentrer au Congo-Brazzaville, parce qu'on a une très mauvaise image de son pays. Et puis moi-même, en tant que journaliste politique, dans les grandes rédactions où j'ai travaillé ici à Paris, dès qu'il y avait un sujet sur le Congo ou l'Afrique, on me disait c'est bullshit et mon directeur de la rédaction le mettait à la poubelle parce que ça n'intéressait pas. Il y a un basculement de puissance qui est en train de s'opérer en faveur des États africains. D'ailleurs, le livre de Antoine Glaser le témoigne. On n'est plus dans la France-Afrique, mais on est dans Afrique-France. Nous avons aujourd'hui le pouvoir. On va pas nous demander de devenir... Mais quand vous dites que M. Sassou Nguesso fait des choses, quelles choses par exemple, Aurélie? Écoutez, moi, par exemple, je suis arrivée dans un pays où je suis au regret de vous le dire,
qu'il y a quand même une croissance qui est aux alentours entre 5 et 7%, même s'il y a des problèmes de corruption, de fraude, mais ce n'est pas l'apanage du Congo-Brazzaville. Je suis désolée, le Congo n'est pas la Corée du Nord, hein. Nous ne sommes pas la Russie, nous ne sommes pas l'Arabie Saoudite. Il faut toujours arrêter de continuer comme ça à taper sur le pays. Le pays est en train d'avancer. On arrive à une époque charnière et effectivement, il est préférable de faire cette transition économique qui se fait en faveur de nos États, de le faire dans un climat apaisé, dans un climat serein pour pouvoir construire et mettre les bases d'un Congo. Tous ces gens-là qui viennent à Paris, qui se disent c'est des opposants, en train de critiquer, pour moi, excusez-moi, il y en a ras-le-bol. Il faut qu'ils aient le courage. Réaction de Jean-Luc Maleka il faut qu'ils aient le courage de rentrer et de montrer ce qu'ils sont capables de faire. C'est très facile d'être à Paris et de critiquer le pouvoir. C'est très clair, Aurélie. Non, je dois dire à madame que je vais régulièrement au Congo. Vous faites quoi alors? Et je vais à l'intérieur du Congo. Alors vous faites je quoi? vais vous dire ceci. Quel est votre projet? Est-il chiffré? Non, Quel est votre projet? On va parler projet par projet. Vous critiquez constamment le chef de l'État dans ce qu'il essaye de faire, mais c'est pas facile d'être un chef d'État. Moi, je veux que vous me disiez, chiffre à l'appui, quel est votre projet de société pour le Congo Brazzaville? Pour l'alternance. Quel est le projet? Quelles sont les choses dans lesquelles vous allez complètement investir? Si c'est l'éducation, je veux les chiffres. Comme ça, à ce moment-là, on débat et on discute. Mais si c'est juste pour parler, il faut faire. Ce sont les mêmes, une fois qu'ils auront le pouvoir, ils vont faire pire que celui qui est là actuellement. C'est-à-dire, ils vont Ça, c'est un procès d'intention, Aurélie. Non, je le dis franchement parce que c'est la réalité. Ce qui les intéresse, c'est la manne financière que le Congo va pouvoir avoir Accusation, ou a déjà. accusation grave. Non, je ne pointe du doigt personne. Mais je dis tout haut ce que beaucoup de gens pense tout bas. Pour moi, il n'y a pas... Donc pour vous, cette opposition n'a aucune crédibilité. Mais non, mais écoutez, je viens de sortir d'une enquête de 6 mois que j'ai fait en long, en large à travers le pays pour Global Integrity, qui est quand même une ONG reconnue en matière de transparence, de gouvernance, d'évolution démocratique à travers le monde. Et moi, j'ai été recrutée pour faire les recherches sur le Congo-Brazzaville. Et je suis au regret de dire... Pendant les 6 mois que j'ai fait mes travaux, c'est vrai que c'était pas facile d'avoir les données chiffrées parce qu'il y a beaucoup de rétention d'informations au Congo et les gens ont un peu peur de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces documents, etc., etc. Mais ça, moi, c'était un travail de recherche. Je suis au regret de leur dire que le Congo est en train d'avancer. Jean-Luc Maleka va vous répondre et on va poursuivre le débat. Jean-Luc Maleka. Oui, merci, je vais facilement répondre. Le propos est très précis, alors votre réaction devrait être très précise. Non, de toute façon, je vais vous donner les chiffres. Même les plus récents. Et qui sortent d'où? Je vais vous donner la source. On va lui laisser Jean-Luc Maleka. Je vais vous donner la source. J'ai de la source, par exemple, de Freedom House, la source également de la Banque mondiale, la source de Millennium Challenge, et dans le temps et dans l'espace, d'ailleurs. En matière de gouvernance démocratique, donc il y a un classement de 1 à 10. 10 étant le niveau le plus élevé quant au respect des règles démocratiques qui concernent les élections. J'ai pris 4 pays. Le Sénégal est noté 7,92 sur 10. Le Botswana, 9,17 sur 10. Le Ghana, 8,33 sur 10. Le Congo-Brazzaville, 1,25 sur 10. Je peux encore vous donner d'autres chiffres, si vous le voulez. Rapidement, s'il vous plaît. En matière d'efficacité dans la responsabilité de la gouvernance. Pareil sur 10. Quand, par exemple, le Sénégal a 5,71 sur 10, le Botswana 7 sur 10, le Congo n'a même pas la moyenne. 3 sur 10. J'ai énormément de chiffres quand je vois même des statistiques en matière de la PIB, donc les dépenses de santé. Je vois que le Congo, pendant la conférence nationale, nous-mêmes, nous avions souhaité qu'il y ait 10% de la PIB en matière de santé. Quand on voit certains autres pays, le Ghana, 4,78%, le Sénégal, 5,98%, le Congo, 2,45%. Jean-Luc Maleka, on ne va pas faire une bataille de chiffres, on comprend très bien, évidemment, ce sont des chiffres tout à fait éclairants. On va revenir au cœur de ce débat, cette modification, ce projet de modification de la Constitution, qui n'est plus du domaine désormais de l'hypothèse en tout cas, et vous nous direz
vous et également Aurélie Ngaga, hein, ce que vous pensez de ceux qui estiment que ce scénario porte en germe une crise majeure au Congo. Nous allons en parler juste après cette page de publicité. Restez avec nous. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Avec cette question, comment éviter une crise majeure au Congo-Brazzaville, nous en parlons avec Aurélie Ngaga, journaliste indépendante qui vit au Congo, il faut le dire, hein, qui va, qui vient évidemment, congolaise de la diaspora, mais qui est rentrée au Congo-Brazzaville. Et notre invité, Jean-Luc Maleka, ancien ministre de l'économie, des finances et du plan du Congo sous la transition, il faut le préciser. Alors, selon le ministre de la communication, bienvenue au Kiemi, que je ne vous présente plus évidemment, je le cite, hein, plutôt que de voir à la Constitution un texte figé, il convient de voir un texte dynamique, adaptable à l'évolution de la société congolaise. Il n'est donc pas interdit, dit-il, de vouloir faire le bilan de notre expérience constitutionnelle. Fin de citation. Alors, Aurélie Ngaga, on se souvient, hein, que cette constitution du 20 janvier 2002 avait été présentée à l'époque par le pouvoir actuel comme le meilleur des textes possibles. Je l'avais entendu, j'étais sur place, voilà, on se souvient du débat à l'époque. Avouez quand même qu'on peut trouver suspect que ce même pouvoir lui trouve aujourd'hui des imperfections au terme fixé pour le mandat de l'actuel président. Alors moi, je vais vous répondre très clairement. D'abord, au moment où elle a été faite, je n'étais pas là, mais je m'intéresse évidemment à ce qui se passe dans mon pays de naissance. Je dirais que toute société évolue. Vous vous doutez bien que le concept de démocratie à l'occidental tel qu'il est là, il ne s'est pas fait en 10 ans, 2002-2012. Il y a eu tout un processus qui a mené à cette maturité démocratique, et encore même aux États-Unis, lorsqu'il y a eu l'élection, voilà, et c'est pas fini, c'est une imperfection. Il faut encore continuer à travailler, même si le monde avance vers plus de démocratie. Alors, on l'a vu dans les grandes démocraties comme les États-Unis, quand il y a eu ce qui s'est passé dans l'élection présidentielle entre Bush et Al Gore. Ça n'a pas remis en cause la démocratie américaine. Hein, bien sûr. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes des pays où nous sommes jeunes en matière d'avancée démocratique. D'accord. Et que une société évolue, elle tient compte des différents paramètres sociologiques, politiques, culturels et économiques. Très bien. Il est vrai que à ce moment-là, lorsque cette constitution a été créée, elle répondait aux besoins d'une époque, aux sorties d'une guerre qui a été quand même fratricide. C'est pas des gens de l'extérieur qui sont venus attaquer les Congolais. C'est une guerre civile, comme vous l'avez dit. Donc, effectivement, à ce moment-là, elle était adaptée. Il s'avère que aujourd'hui, on est dans un monde complètement globalisé, que le Congo essaye de sortir maintenant du tout pétrole, de diversifier son économie. Elle a besoin aussi d'investir dans l'éducation. Elle essaye de faire, même s'il y a des difficultés, nous reconnaissons les difficultés. Tout cela tout à fait compréhensible et même très juste. La question, vous le savez très bien, Aurélie, c'est qu'on se dit, cette modification intervient opportunément pour favoriser le métier au pouvoir d'un homme. Mais pourquoi? Alors attendez. Est-ce que c'est le cas? Non. Parce qu'on n'est pas contre la modification de la Constitution en soi. Je veux dire que tous les pays modifient la Constitution. Cher Francis, mais est-ce que cette Constitution s'il faut changer la Constitution, modifiée pour que Sassou se représente en 2016? C'est ça la question en fait. S'il faut changer la Constitution pour que le président Sassou Nguesso se représente en 2016, je dis oui et je voterai pour, et je vais vous expliquer pourquoi. Sur des éléments, parce qu'ensuite on va écouter Jean-Luc Maleka qui organise lui sa manifestation bientôt sur le 31 mai. Objectifs. Ça s'appelle Touche pas ma Constitution. Sur des éléments objectifs. Nous avons besoin de stabilité. Tous les continents, Occident, Asie, États-Unis, tout le monde s'intéresse à l'Afrique centrale, s'intéresse à nous, et il n'y a que nous-mêmes qui ne nous intéressons pas à nous-mêmes. Nous avons besoin de construire ce pays dans la paix. Et le seul homme capable de le faire, c'est M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, moi je vous répète, ça fait 2 ans et demi que je vis au Congo, il n'y a pas d'opposition au Congo. Elle n'est pas crédible, l'opposition. Donc tous les Congolais sont des nuls, sauf non, c'est pas ce que je dis. Attention. Je dis que l'opposition aujourd'hui au Congo n'est pas crédible. Ils n'ont pas de projet de société pour les Congolais. Ils sont incapables de chiffrer un vrai projet de société pour le Congo de demain. Je préfère avoir quelqu'un, peu importe ce qu'on lui reproche, mais il fait des choses. Et aujourd'hui, il a apporté un élément fondamental pour construire toute société. C'est la paix. Je peux me promener à 2h du matin en plein cœur de Brazzaville, même avec une jupe courte, personne va venir m'agresser. Non, mais j'exagère. Vous faites ce que vous voulez, non, mais j'exagère. Une jeune femme peut se promener aujourd'hui à Brazzaville, traverser tous les quartiers, personne va venir l'agresser. Oui, il y a des problèmes, mais travaillons ensemble pour essayer de résoudre ces problèmes, au lieu toujours de critiquer et taper sur le pouvoir. Maleka, parce que vous avez un gros avantage de temps de parole sur Jean-Luc Maleka. On va l'écouter. En tout cas, on a compris, en tout cas, votre exposé, il est très clair. Non, il y a quand même plusieurs arguments qui militent à ce que on puisse appliquer la Constitution telle qu'elle est en l'état, quoique même nous pensions à l'époque qu'elle était faite en dessus du bon sens. Mais néanmoins,
Aujourd'hui, nous avons des articles qui sont là. Article 57, article 58, article 185. Et même, il y a un article dont on n'en parle jamais. L'article 47 et 48. Qui finalement demande à ce qu'on déclare les patrimoines. Et quand cela n'est pas fait, il y a même d'échéance. Donc même dans cette constitution, il y a beaucoup à dire pour que finalement on puisse l'appliquer. Il n'y a pas de texte parfait. Oui, et normalement, l'alternance, nous avons connu une alternance. Et j'ai la chance de participer à cette alternance. Donc en 1990, donc nous avons réussi cette alternance démocratique avec une expérience démocratique, certes brève, et dans le gouvernement d'André Milongo, dans lequel j'ai appartenu. Donc, nous avions organisé des élections, un référendum constitutionnel, des élections les plus justes que notre pays n'ait jamais connues, présidentielles, législatives, locales, et même, quand le Premier ministre André Milongo s'est présenté, il était battu, il était 4e. Il a accepté le fait qu'il soit battu, il s'est retiré. Et vraiment, refutant donc l'adage, quand on dit on n'organise pas les élections pour les perdre. Le président Denis Sassou Nguesso s'est présenté, il a été 3e, il a accepté. Donc une alternance s'est effectuée. Donc il y a eu passation. Il a accepté quand il le faut. Non, vous voyez. Non, je ne vous ai pas coupé, madame. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Je vous en prie, pardonnez-moi. Merci beaucoup. Donc il y a eu une alternative démocratique, une alternance plutôt, qui s'est réalisée. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et c'est là où nous pouvons venir même sur la guerre. On a empêché les Congolais de s'exprimer. Les Congolais voulaient bien s'exprimer en 1997. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose de beau. Il y a eu un mémorandum en 1997. Dans ce mémorandum, il y a eu beaucoup de membres qui étaient à l'opposition. Ce collectif, dont le président Denis Sassou Nguesso et bien d'autres, et la majorité de ceux-là, ils ont préparé un texte pour même, je veux dire, il y avait des termes de référence pour l'organisation de ces élections. Le Federico Mayor, le DG de l'UNESCO, est venu. Et les Congolais attendaient ça. De toutes ces personnes, quasiment la majorité sont là, actuellement. Il y a peut-être monsieur William Ota, qui est le président du Parti du Peuple, qui finalement a co-signé aussi ce mémorandum. Mais les armes ont parlé. Donc le peuple n'a pas été consulté. Donc ce qui fait que on est rentré de droit dans la guerre civile. Voyez-vous? Or, aujourd'hui, il faut pas oublier aussi une autre raison. C'est que depuis les indépendances, dans les grandes puissances, l'idée des gens qui doivent diriger l'Afrique, on dit il nous faut des hommes forts. Il nous faut des hommes forts. Ce sont les hommes forts qui peuvent diriger l'Afrique. Donc l'homme fort, c'est celui qui doit accumuler les armes. C'est celui qui doit tourner ses armes parfois contre la population. C'est celui qui doit corrompre. C'est ça les hommes forts actuellement. Donc tous ces hommes forts, on accepte leurs frasques, leurs fanfaronnades, leurs dérives. Mais Dieu merci, nous avons eu un Afro-Américain qui est venu, je lis même la phrase qu'il a écrite. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Voilà. Non. Avant de parler d'hommes forts, il a dit ceci, et je te lis. L'histoire est du côté de ces courageux Africains, et non dans le camp de ceux qui se servent de coups d'État ou qui modifient les constitutions pour rester au pouvoir. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Signé Barack Obama. Voilà. Signé Barack Obama, c'est pour ça que je voulais le dire, qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent. Et même dans le passé, ce que les gens oublient, nous avons eu des constitutions, il n'y a pas que la nôtre, qui disait qu'il y avait un mandat de 2 ans. Même beaucoup de Congolais ne savent pas qu'en 63, en 1963, ça existait également. Nous avons connu beaucoup de constitutions. Donc il faut aussi se poser la question, pourquoi tant de constitutions dans un seul pays? Ma question était de savoir, est-ce que ce débat est opportun aujourd'hui ou pas? Oui, il est opportun. Alors, on l'a dit oui, et vous dites? Moi, ce débat, nous ne refusons aucun débat. En ce qui nous concerne. Oui. Nous ne refusons aucun débat, que ce soit le débat de la Constitution, que ce soit... Mais le problème est le suivant. Nous voulons savoir si cette constitution... Non, ce débat. Cette constitution, voilà. Allez-y. Oui, je voulais parler de ce machin. Il faudrait amener des arguments pour dire est-ce qu'il est bon de maintenir la Constitution ou de ne pas la maintenir. Parce que
combien même on la maintienne. Est-ce que c'est la préoccupation majeure aujourd'hui des Congolais, de la majorité des Congolais? Non. Ce débat sur la Constitution? Non. Alors pourquoi on engage ce débat alors, Aurélie? Mais on engage ce débat parce qu'il va y avoir une échéance importante qui se en 2016. profile en 2016. En fait, on vit essentiellement avec le calendrier électoral. Ben là, alors qu'il y a des questions de santé, d'éducation, questions... Non, c'est pas essentiellement oui. avec le calendrier électoral, mais il s'avère que là, le pays va connaître une échéance importante et qu'on ne peut pas faire fi de ne pas en discuter ou on va pas faire semblant. Mais moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. Vous savez, j'ai échangé avec une historienne qui a beaucoup travaillé sur les constitutions en Afrique, etc., qui est Catherine Gogori-Vidrovitch. Nous avions eu un échange à Sciences Po l'année dernière. Et je discutais avec elle et je lui expliquais que pour moi, en fait, il fallait analyser l'Afrique d'aujourd'hui comme l'Amérique du Sud il y a une vingtaine d'années, où, excusez-moi... Pourquoi vous voulez particulariser l'Afrique essentiellement? L'Afrique fait partie du monde. L'Afrique n'a pas de spécificité démocratique. Qui la marginalise par rapport au reste du monde. Non. Nous parlons d'avancée démocratique, mais excusez-moi, l'Amérique du Sud, à une époque, il y a eu des grands dictateurs, les Pinochet, qui ont tué beaucoup de gens, etc. Oui. L'Afrique aussi en a connu. Justement, mais aujourd'hui, l'Amérique du Sud est en train de rentrer dans un processus démocratique. Il y a des femmes maintenant qui arrivent. Aussi depuis 25 ans. Il y a des femmes qui arrivent au pouvoir, etc. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, mais laissez-moi terminer, je vous prie. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que en Afrique comme ailleurs, cette avancée va se faire. Elle est en train de se faire depuis 25 ans. Il y a des pays d'ailleurs qui sont très avancés sur la question. Pourquoi pas le Congo-Brazzaville? Vaut mieux que l'évolution se fasse dans la paix et la sérénité. Pause pour la publicité. Retour dans 2 minutes. Restez avec nous. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Comment éviter une crise majeure au Congo-Brazzaville? On en a une petite idée quand même en écoutant nos invités, parce que les positions sont très tranchées. Aurélie Nganga, notre invité, journaliste indépendante, Jean-Luc Maleka, ancien ministre de l'économie, des finances et du plan du Congo, et quelques messages à nos amis sur Internet qui sont très nombreux à réagir. Pamphile Okonza, qui vous connaît bien, Aurélie Nganga, qui dit qu'il se souvient de vous encore lors de ces réunions politiques avec les opposants congolais à Paris, et considère que vous avez changé de bord. En tout cas, c'est ce que dit Pamphile Okonza. Des réunions politiques avec des opposons à Paris, ça c'est un mensonge absolu. Voilà, la réponse est Jamais. claire. Mesdames, c'est Doufio qui nous dit, attendez, que j'ai l'écran, le tripatouillage, j'y arrive, des textes constitutionnels ne peut pas se substituer au respect des règles du jeu acceptées par tout le monde. Ceci étant, il faut éviter à tout prix ce nouveau coup de force afin de garantir la stabilité des institutions, dit Bernabé Sedoufio. Et Marvin Loti Lutonadio qui nous dit comment pourrait-on éviter une crise majeure eu égard à l'attitude très prévisible du gouvernement à vouloir lancer les révisions constitutionnelles. On n'est pas sans ignorer qu'ils remettent à mal leur propre système, qui mettent à mal leur propre système bâti sur cette constitution taillée sur mesure. On attend toujours la veille des élections pour penser modifier la constitution, balayant ici d'un revers de la main ce semblant de démocratie dont on fait l'éloge. On se fout pas mal, dit-il, de cette jeunesse, de son avenir, des tensions à venir. Signé Marvin Loti Lutonadio. Dans quelques instants, on écoutera. Il y a beaucoup de messages. Je ne les lis pas tous. J'essaierai encore d'en lire quelques-uns tout à l'heure, mon cher Jérémy. Et on écoutera les auditeurs également, qui sont très nombreux. Mais avant cela, Jean-Luc Maleka voulait réagir au propos de Aurélie Nganga. Oui, je voudrais justement dire qu'elle a raison de parler de l'Amérique latine. Effectivement, en Amérique latine, après l'époque des dictatures militaires, le principe de la limitation des mandats s'est étendu dans la quasi-totalité des pays. Et également, l'on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre la limitation de mandats dans ces pays et la croissance et le développement. Allons même plus loin. Prenons le Chili, récemment en 2000. Ils ont décidé qu'il n'y aurait qu'un seul mandat pour une personne pendant 5 ans. Alors, dans la Colombie, l'Argentine et tout, et on voit maintenant qu'il y a même des femmes qui sont au pouvoir. Donc, tout ça s'est permis par l'alternance démocratique. C'est ce dont nous voulons. La respiration démocratique. Voilà, il faut que ça respire. Et je dois vous dire, je suis très bien placé, même si ça fait 22 ans, de vous parler de cette expérience que j'ai connue, que nous avons connue, où nous avions cherché à faire en sorte qu'on mette en place la probité morale, qu'on lutte contre la corruption, qu'aujourd'hui on applique les règles d'orthodoxie financière, alors que là je pourrais bien m'étaler pour montrer comment et 22 cela ans est plus totalement... tard, vous êtes plutôt amer, vous écoutez. Non, je suis totalement amer parce que ce n'est pas ce que nous voulions. Nos objectifs de la conférence nationale, c'était quoi? Il y avait un leitmotiv qui disait, nous voulons un Congo
où l'on ne tuera plus. Nous voulons un Congo où l'on ne volera plus. Nous voulons un Congo où on ne mentira plus. Nous voulons un Congo où on s'entendra. Mais le problème est le paradis sur terre. Parce qu'en France, on ne ment plus, on ne tue plus. Non, le problème est le suivant. Là, je suis même très bien placé pour le dire parce que c'est mon expérience. Hein? Le problème, c'est que finalement, nous avons assisté à quoi dans les années les années, ceux qui nous ont succédé, éventuellement. Hein? Donc, il y a eu véritablement une crise de gouvernance. Cette crise de gouvernance qui s'est passée, c'était plutôt la primauté des intérêts individuels des gens qui étaient cachés dans l'apparence du politique. Donc, tous ces gens qui étaient venus après pensaient que finalement, il fallait utiliser une politique de clientélisme, de népotisme et tout, et rentrer dans un cadre de corruption tout en oubliant le fait que les institutions fortes qu'on devrait mettre en place, c'est des institutions où il y aurait l'indépendance, la fiabilité entre les différents pouvoirs, où il y aurait la séparation entre les différents pouvoirs. Aujourd'hui, nous avons un parlement godillot. Hein? À l'époque, vous saviez qu'il y avait un parlement, il y avait les motions de censure, il y avait pas mal de choses. C'était vif. Mais peut-être que, et ça aussi, parce qu'il faut reconnaître également les erreurs, parce que il y avait l'article 179 qui nous disait qu'il fallait que les institutions soient mises après que nous partions. Bon, donc les nouvelles, la nouvelle classe politique qui arrivait était pressée de prendre les affaires en main. Et finalement, il y a eu des désaccords entre ceux qui combattaient. Ceux à qui vous avez passé le témoin finalement après la conférence nationale et après la transition. Oui. Est-ce que vous pouvez dire très clairement si, je pense bien au régime de Pascal Lissouba, qui a celui de Sassou Nguesso aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette classe politique dans son ensemble a trahi les promesses de la conférence nationale et les engagements? Pendant la conférence nationale, il y avait à peu près, si je vous dis, 3 grandes forces. Non, mais ma question est très claire. Est-ce que vous considérez que cette classe politique a trahi les promesses et les engagements de la conférence nationale? Oui, je dirais qu'elles l'ont trahi. Ils ont trahi, bien sûr, parce qu'il faut pas oublier que c'est forces qui ont gagné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut tout remettre à plat? Mais oui. Non, c'est-à-dire ces forces. Je voudrais que vous essayiez de... Non, mais rapidement, parce qu'en fait, les auditeurs sont très impatients. Non, je comprends. Oui. Je voulais dire qu'il y avait les forces de changement et de progrès dans lesquelles nous étions. Donc, finalement, quand on a fait les élections, donc tous ceux qui soutenaient ça ont perdu. Et nous avons accepté. Mais ceux qui ont gagné, c'était le pouvoir du président Lissouba avec le président Sassou Nguesso. Tous les deux ont gagné. Et finalement, ils se sont pas entendus entre eux dans cette cuisine. Donc, il faut comprendre. Aurélie, prenez votre casque. Prenez votre casque parce que j'ai fait une promesse aux auditeurs. On va les écouter. Oui. Kassim Karamoko, on commence avec vous. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Francis. Prenez le casque. J'appelle pour poser trois questions, 2 à madame et une à monsieur. Très rapidement, s'il vous plaît, comme ça on va essayer de passer au maximum d'auditeurs, si je puis dire. Ok, oui. Et la première question, c'est pour madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous m'avez dit vous venez de dire que l'opposition n'avait pas même. J'aimerais savoir en 97, quand monsieur Sassou Nguesso attaquait avec les armes, quel était son programme? Parce que quand on a un programme, on passe par la voie avec les armes. Et la deuxième question, et vous avez dit qu'il y avait une guerre civile. Moi, je ne crois pas que c'était une guerre des rebelles constitutionnels, n'est-ce pas? On n'a pas bien compris. Et la troisième question pour monsieur, la communication est dégradée. Concrètement, en tant qu'opposant, qu'est-ce qu'il propose concrètement? Très bien. Voilà, merci. Ça, c'est la question pour monsieur Jean-Luc Malika. D'accord. On va essayer de répondre très rapidement à tout cela. Dans quelques instants, on va écouter monsieur Kiki à présent. Monsieur Kiki, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur Francis. Bonsoir. Ok, non, mais moi, c'était par rapport à la dame qui est à côté de vous. Moi, j'aime bien cette dame, parce qu'elle est rentrée, elle a pris la peine de rentrer dans son pays, de mener des enquêtes si c'était bien précis, elle défend ses sujets, elle trouve que ça c'est bien fait, parce que son retour au pays, elle a été bien accueillie. Il y a eu tous les moyens à sa disposition pour mener ses enquêtes. C'est bien qu'elle fait part de tout ça. On apprécie, moi j'apprécie ça. Et je vois qu'elle est beaucoup ouverte parce que souvent, elle est d'accord avec le monsieur qui est en face de vous. Faut dire oui, c'est vrai, ça c'est pas bien. Et c'est honnête quoi, madame. Continuez comme ça, ne changez pas d'élite. Eh ben voilà, un soutien chaleureux pour Aurélie, monsieur Kiki. Monsieur Thierryac, bonsoir. Ouais, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Honnêtement, j'ai honte quand même, en tant qu'Africain, j'ai honte. Parce que pour moi, monsieur Sassou Nguesso doit pas faire changer la Constitution.
Ça, c'est dangereux pour un pays en voie de développement. Hein. Mais ce n'est pas de sa faute. Hein. Regardez un peu au niveau de l'Afrique. On revient en arrière. Il y a monsieur, comment s'appelle le président du Cameroun? Monsieur Paul Biya. Oui. Il est là, ça fait des années. Oui. La constitution, c'est éternel. Il va mourir au pouvoir. Sassou Nguesso, Kabila, Blaise Compaoré. Mais monsieur Francis Alupo, l'avenir de l'Afrique. Oui. Quand même. Il est venu au pouvoir par un coup d'État. Il a renversé Lusouba. Lusouba a accepté de se retirer en exil. S'il a pu briguer quelques mandats, mais qu'il quitte le pouvoir, il n'est pas la seule personnalité quand même au pays. Et il a quel plan? Il n'a rien fait pour le Congo. Et quand la femme journaliste vous dit que tu peux circuler 24 heures sur 24, on ne t'agresse pas. Tout de normal, ils n'ont pas dit que les Congolais de Kinshasa, ils agressaient là-bas, ils ont été expulsés sur Kinshasa. Mais c'est pas l'agression. C'est un autre sujet, là. Mais là, c'est un autre sujet. Le trouble. Thierry-Yac, j'ai reconnu votre voix, c'est pas votre vrai nom d'ailleurs. Vous changez de nom, vous téléphonez, bon, c'est pas grave. Je sais qu'en fait, on a 54 pays en Afrique, plus la France, d'où nous émettons, ça fait 54 pays grosso modo, plus, et il y a tous ceux qui nous écoutent à Montréal, un peu partout, et j'ai constaté que les Ivoiriens sont les plus nombreux à téléphoner dans nos émissions. Bon, voilà, c'est très bien, bravo les Ivoiriens, c'est très bien. Mais il fallait noter. Oui, ça c'est un autre débat aussi, Aurélie, hein, parce qu'on pourrait également aussi en faire un autre débat. Évidemment, le prêt ou je sais pas quelques milliards qui ont été concédés à Monsieur Ouattara par Denis Sassou Nguesso, c'est un autre débat et un débat d'ailleurs qui a été vif en Côte d'Ivoire. Hein, les Ivoiriens n'ont pas beaucoup apprécié d'ailleurs ce geste. Hein, ils ont trouvé que c'était plutôt humiliant pour les Ivoiriens, évidemment. Mais enfin, c'est un autre sujet. Rapidement, ensuite on va écouter. Je voudrais rapidement. Moi, vous allez répondre rapidement. Rapidement, je vais très vite. Pour être synthétique, moi je pense que pour bien comprendre les expériences politiques africaines, il est nécessaire de se départir des concepts et des représentations qui informent la vision de la démocratie en Europe. C'est ça que je veux dire. Aurélie, je pense qu'il ne faut pas opposer systématiquement l'Europe ou l'Occident avec l'Afrique. Ils ont toujours le concept. Parce qu'il y a des exemples à prendre aussi en Afrique aujourd'hui. Mais oui, on parlait du Botswana, on parlait de la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Mali, le Niger. Ce sont des pays, le Cap-Vert, ce sont des pays où ça fonctionne. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est la plus grande démocratie en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est la plus grande démocratie en Afrique. Donc, il y a de bons exemples en Afrique à prendre. Mais ils sont passés par quoi, les Sud-Africains? Ils sont passés par quoi pour en arriver aujourd'hui à une forme de maturité démocratique sur le continent africain? L'histoire du Congo. Mais le Congo est dans un processus. Le Congo a tous les moyens aujourd'hui, je veux dire, pour instaurer une démocratie qui fonctionne. Le Congo est dans un processus où petit à petit, nous allons arriver à cette maturité démocratique africaine. Il faut pas emmener le chaos. Non, mais je suis franche et directe. Est-ce que ce processus se fait essentiellement autour d'un seul homme? C'est ça la question. Mais attendez, monsieur Francis, est-ce que vous savez que, par exemple, je vous pose la question, on est en train de construire la plus grande mosquée d'Afrique centrale à Bas-Congo, au Congo-Brazzaville, et que les difficultés qu'il y a eu en Centrafrique, si on ne fait pas attention, ils vont descendre et arriver jusqu'au Congo-Brazzaville. Nous avons besoin d'une personne qui tienne la sécurité du pays. Et au moment où je vous parle, cette seule personne est Sassou Nguesso. L'opposition, c'est de l'esbrouf. Ils viennent à Paris, ils organisent des réunions, mais ils ne sont pas au pays pour pouvoir aider le développement. On va avancer très vite, il nous reste 10 minutes d'émission à peine. Je vais répondre à la question de l'auditeur qui m'a demandé qu'est-ce que nous souhaiterions. Donc, nous voulons une alternance démocratique. Pourquoi? Et quels sont? Parce que nous voulons relever différents défis. Quels sont les défis que nous voulons relever? Je vais vous en parler rapidement de quelques-uns sans développer. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà. D'abord, un premier défi. On vous écoutera le 31 mai à votre manifestation. Bon. Alors, non, je vais on a moins de temps que vous en aurez le 31 mai. Oui. Par exemple, le premier, c'est le processus électoral qui est mal fait. Nous voulons le réaliser correctement. Deuxièmement, nous voulons assurer... Comment vous allez faire? Mais c'est simple. Expliquez-moi. Nous allons pomper seulement ce que le président Sassou Nguesso a fait. Le mémorandum de 1997. Tout est dit là-dedans. Donc, aucune originalité. Vous allez pomper ce que le président. Mais est-ce que vous l'avez déjà lu? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Écoutez. Je crois que vous l'avez pas lu. Si vous ne savez pas, vous vous taisez. Mais puisque vous dites que vous voulez faire ce qui avait déjà été fait. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit lisez le mémorandum de 97. Allez-y rapidement. Sinon... Deuxièmement, assurer des synergies entre les différentes forces vives. Troisièmement, réaliser cette véritable bonne gouvernance
à travers des politiques, parce que nous sommes en 2015, il y a l'OMD, les objectifs du millénaire qui sont même pas atteints nullement. Mais pratiquement aucun pays ne les a atteints. Ce n'est pas spécifique au Congo-Brazzaville. Mais je vous coupe pas, madame. Mais non, parce que vous dites des contre-vérités. Quatrièmement, il y a une chose qui est importante. Aimez votre pays au lieu de le massacrer à chaque fois. Vous ne me connaissez pas, madame, vous vous taisez. Ah ben non, je ne veux pas me taire parce que là, c'est une question cruciale. Bon, donc, ou bien le débat est vif, hein. Allez, non, il est très vif parce que j'aime pas de vérité. Bon, donc, je l'ai laissé parler, elle me laisse parler. Allez-y. Bon, donc, il faudrait que ce que nous avions toujours voulu, guider nos actions par l'éthique, la morale, les valeurs républicaines, et ça, c'est quelque chose d'important. L'éthique a disparu. Parce que l'éthique, dans l'esprit et dans le cœur, quand ça se réalise à travers des actes, ça, c'est un rempart contre toute dictature. Et c'est même un levain pour un développement harmonieux. Donc nous allons nous baser à partir de ça, et même la force publique. Nous voulons lui faire jouer un rôle de sécurisation des biens et des quand vous dites nous, finalement, c'est-à-dire que voilà, tout cela évidemment ne pourrait se réaliser qu'avec, je dirais, un consensus national. En tout cas, si tout le monde s'asseyait autour d'une table, ça s'appelle un dialogue. Avec qui voulez-vous dialoguer pour réaliser tout cela? Non, mais quand on dialogue, par exemple, pendant la parce que le pouvoir en face dit finalement, il n'y a pas de problème au Congo, tout se passe très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de crise, donc il n'y a pas de raison d'instaurer un dialogue. Mais c'est ce qu'ils disent. Mais aujourd'hui, je vous ai dit que nous avons l'expérience de la conférence nationale, où nous tous nous sommes réunis. Et c'était extraordinaire, parce que nous avons pondu quelques 300 actes. C'était exactement 288 actes. Oui. À partir de ce moment, le gouvernement dans lequel je faisais partie, c'était assez facile. Nous devions appliquer les actes. Aujourd'hui, la question est la suivante. C'est-à-dire, quand on a pris un mauvais chemin, il n'y a pas plus hasardeux que d'en prendre d'autres. La sagesse recommanderait qu'on fasse demi-tour. On vienne au point d'intersection. Merci. Et ce point d'intersection, c'est ce que nous avons réalisé très bien. avant. Les conclusions dans quelques instants après la pub. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Comment éviter une crise majeure au Congo-Brazzaville avec Aurélie Ganga, notre invitée, journaliste indépendante, et Jean-Luc Maleka, ancien ministre de l'économie, des finances et du plan du Congo-Brazzaville. Alors, revenons, il nous reste 10 minutes, on va essayer de comprendre. Quand on écoute Aurélie Gaga, elle a fait déjà entendu, le projet de modification de la Constitution n'est même plus un projet. Le débat, on est au-delà du débat et de l'hypothèse. La question est de savoir, finalement, parce que vous êtes d'accord aussi, Jean-Luc Maleka, sur le fait que on peut engager un débat sur la question. Au fond, ce qui préoccupe l'opinion, c'est de savoir si cette Constitution serait opportunément modifiée au profit d'un seul homme. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui, parce que est-ce qu'on peut par exemple évidemment engager un débat, engager même une modification sans toucher aux articles concernant la limitation des mandats ou la limitation de l'âge? Bon, vous savez que dans beaucoup de pays, on touche parfois à la Constitution, mais pas dans le fond. Prenons en France. C'est sous le régime Jospin, Chirac, qu'on a réduit la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Et c'est sous le régime Sarkozy qu'on a décidé qu'il y aurait une limitation à 2 mandats. Et dans beaucoup de pays, cela existe. Je vous dis que dans notre pays, depuis l'indépendance, et c'est un des débats que nous avons. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète quand vous organisez une manifestation qui signifie, avec le thème « Touche pas à ma Constitution » ? Dites-nous votre préoccupation précisément. Non, nous souhaiterions... Non, ils veulent plus de s'asseoir au pouvoir, c'est ça. Jean-Luc Maleka, c'est que je pose la question. Aurélie, je vous poserai une question dans quelques instants. Non, nous souhaiterions que la Constitution s'applique telle qu'elle est par rapport aux différents articles. Ça veut dire que nous avons une chance. Pour une fois, le président Denis Sassou Nguesso aura fini ses mandats. Il y avait les 5 ans de transition flexible. Il y a la Constitution de 2002, 7 ans. Maintenant, jusqu'en 2016, ça fera 14 ans. Donc, nous allons arriver pour la première fois, la deuxième fois, à la possibilité d'une alternance. Mais là aussi, nous savons aussi, nous ne sommes pas dupes, qu'en l'état actuel, si nous ne revenons pas à retravailler tout le dossier électoral, ça risque également d'être une cacophonie après. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Aurélie, alors, est-ce que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a personnellement intérêt à se maintenir indéfiniment au pouvoir ou est-il l'instrument
de la volonté de son entourage, on le dit, de ses proches, de tous les ayants droit du système, qui évidemment ferait une pression extraordinaire pour que évidemment ce projet de modification de la Constitution donc aboutisse et qu'il se représente en 2016. Alors je vais vous répondre très franchement. Oui, rapidement. Comme ça, parce que j'ai d'autres questions à vous poser. Oui, moi je pense qu'il est nécessaire qu'il se maintienne au pouvoir. Ah oui, d'accord. Il est chef de l'État et qu'aujourd'hui ce n'est même plus qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. C'est une question. Vous l'obligez à rester. Mais non, c'est une question il est le père de la nation, n'est-ce pas? Eh ben, il a le devoir de pouvoir accompagner ce pays dans une transition à la tête de l'exécutif. Il ne peut pas partir maintenant. Donc, tant que Dieu lui prête, enfin, en tout cas, en 2016, il doit se représenter. Ça s'appelle présidence à vie, ça. Mais non, c'est pas une présidence à vie. Si, ça y mais ressemble. vous voulez qui en face de lui? Il non, mais n'y moi, a j'en sais rien. personne. Je sais pas. Moi, je vous dis qu'il n'y a personne. J'ai pas Ça fait fait de casting. 2 ans et demi que je suis au Congo. J'ai été au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. J'ai essayé d'écouter les uns les autres, etc., etc. Je vous dis qu'il n'y a pas d'opposition au Congo. Vous voulez qu'on mette qui à la tête? Mais vous en réjouissez le fait que l'opposition Mais je ne m'en soit, réjouis pas, justement. Oui. C'est pourquoi je dis il est préférable qu'il passe en 2016. Le temps que l'opposition existe, c'est ça? Et que maintenant, il détecte des talents pour pouvoir permettre. Comment? Ah, c'est à lui de. Mais non, mais ensuite, non, mais attendez, aux États-Unis, aussi. par exemple, ça se fait comment? Là, aujourd'hui, Obama, on sait qu'il va pas se représenter, c'est son dernier mandat, mais on suppose déjà que tout le Parti démocrate va être derrière Hillary Clinton pour qu'elle puisse. Et il y aura une compétition, voilà. Mais et alors, et pourquoi vous voulez que tout d'un coup, au moment où on pose les fondations, en réalité, ils sont en train de poser les fondations? Autre question rapidement pour vous deux. Il y a des informations qui circulent, contradictoires sur le climat actuel au Congo, à Brazzaville notamment. Vous revenez de Brazzaville, Aurélie. Alors, le pouvoir affirme que la situation est on ne peut plus normale dans le pays. Et en revanche, l'opposition, certains opposants en tout cas, parlent d'un renforcement du dispositif policier à Brazzaville. Mathias Zon, que vous connaissez bien, opposant évidemment, grand opposant, nous a affirmé d'ailleurs vendredi dernier. Oui, mais Mathias Zon, il est devenu opposant, mais il était avant ministre des Finances. Mathias Zon nous a affirmé ici, c'était vendredi dernier, alors il nous a parlé du recrutement de mercenaires par le pouvoir. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Alors moi, je ne peux pas confirmer qu'il y a des recrutements. Est-ce qu'il y a des dispositifs policiers, militaires renforcés à Brazzaville aujourd'hui? Je n'ai pas. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des soucis en décembre quand il y a eu l'affaire Nsuru. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y a un renforcement sécuritaire à Brazzaville. C'est pour ça que je dis, faut pas non plus exagérer les mais je pose la question parce que choses. C'est quand même Mathias Nzon qui nous a dit ça au téléphone vendredi dernier. Il est à Brazzaville et il nous a dit ça au téléphone depuis Brazzaville. Mathias Nzon a été ministre des Finances au Congo. Oui, mais c'était pas ça la question. Pour le Congo, aujourd'hui, il est opposant. Il est opposant. C'est son statut actuel. Mais c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle. Ils deviennent tout d'un coup opposants parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, comme Nsuru. Il a voulu nous enquiquiner et mettre le pays à feu et à sang, alors que lui-même a participé à un certain nombre de choses. Là, vous écoutez le pouvoir a toutes les vertus, sauf. Je ne dis pas que le pouvoir a toutes les vertus. Je dis qu'il est préférable de maintenir ce pays dans la paix pour pouvoir vraiment rentrer dans une véritable construction et dans un vrai projet de société. On vous a entendu, Aurélie. Nous sommes ici dans le problème de l'homme fort. Jean-Luc Malika. Oui, je dis que l'homme fort, pour moi, ce ne sont pas les armes. L'homme fort, pour moi, c'est celui qui garantit la morale, l'éthique, qui lutte contre la corruption. C'est celui qui fait en sorte que il permette à ce que il puisse se sacrifier, s'oublier, se donner pour son pays. C'est ça l'homme fort qui devrait être fait. Et je veux dire que si je suis dans cette résistance, elle n'est pas d'aujourd'hui. Pardonnez-moi. Elle est même familiale. En 64, 65, quand il y a eu une idéologie dominante où on s'est mis à torturer les prêtres et tout ce qui est dans l'église catholique, qui a mené la lutte, c'est ma mère. Ma mère a mené la lutte et c'est comme ça que on a pu libérer celui qui sera assassiné après. Il était l'abbé Émile Biayenda, l'abbé Badila et tout ça. Voilà. Vous savez, voilà. Mais je vais vous dire que la personne qui a fait ça, c'est ma mère. Mais vous savez une mère de famille qui avait ses 9 enfants à l'époque et puis finalement qui s'est battue et qui a créé les fraternités. Mon grand-oncle m'a enseigné l'amour du prochain et le pardon. Exactement. Voyez-vous, il m'a enseigné l'amour. J'ai même réussi à récupérer sa thèse de doctorat à l'université catholique de Lyon. Mais là, nous sommes d'accord. Nous devons emmener la paix et l'amour au Congo. Nous avons besoin la paix, on n'a pas besoin d'un homme fort. Nous avons besoin d'un Mandela au Congo.
Nous avons besoin d'un Mandela au Congo. Arrêtez d'opposer les nous Congolais avons entre besoin eux. d'un Mandela au Congo. Et ce Mandela au Congo, et ce Gandhi au Congo, c'est celui qui veut. Vous avez dit qu'on a besoin de Mandela au Congo? Oui, non, moi je dis qu'on a besoin. Écoutez, lorsque j'ai eu le Parce que j'ai entendu, là, vous avez dit Mandela au privilège Congo. de rencontrer Nelson Mandela en juillet 2008 lorsque j'ai accompagné Ramaya. Mandela a fait 4 ans de pouvoir et s'en est allé. Oui, Nous avons besoin d'un Mandela, nous avons besoin de Gandhi. Nous sommes des non-violents. Nous avons sommes pas des gens qui sont là l'amour, la paix au Congo, pas d'opposer les Congolais. On aura l'occasion. Et celui qui va amener la paix au Congo, ce n'est pas le système actuel qui va nous amener. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet. C'est important, Francis. Rapidement, d'une phrase. Ce système est à la fin d'une ère, donc laissez Sassou en 2016. Il n'a qu'à fermer on n'a qu'à tourner une nouvelle page. Laissez le président Sassou finir le travail qu'il a commencé, qu'on puisse vraiment voir les fruits de son projet Chemin d'avenir. Arrêtez de vouloir opposer le Congo. Est-ce que vous croyez qu'on sache? L'alternance peut venir après. Nous avons besoin de stabilité et de paix. Vous voulez qu'on mette qui là maintenant? Qui? Donnez-moi un nom. Moi, de tous ceux que j'ai rencontrés, aucun n'est capable. C'est pas une question de personne, c'est une question de système. C'est une question de système, comme vous l'avez dit. Mais ce n'est pas un problème de quelqu'un. Il y a des projets. Il en chiffra à combien? Vous voulez vous en mettre plein la poche? Le chiffrage, ça ne veut rien dire. Parce que tout à l'heure... Vous n'aimez pas le pays. Vous ne voulez pas construire le pays. Non, ce sont des accusations gratuites. Vous pensez à votre petite carrière personnelle. Vous n'aimez pas le pays. Si vous aimez le pays, vous aurez fait comme moi. Je suis rentrée. Mais moi, je suis encore mieux que vous. Parce que moi, je suis au pays. Je suis partout dans l'Afrique. Je travaille dans tous les pays africains. Et vous savez que vous allez... Moi, je me bats là-bas. Et si vous connaissez mon histoire, vous ne parlez pas de cette façon. Des femmes, le nombre de femmes que j'aide, surtout quand j'étais déjà à MNTV, à MN Radio, des filles qui n'étaient pas payées, où je prenais sur mon salaire. Vous connaissez la condition des femmes au Congo, vous? Si vous la connaissiez, peut-être que vous la connaissez pas. Merci beaucoup. Vous vivez pas dans le On arrive à la fin de l'émission. Je suis très au regret de vous dire que vous n'avez pas les pieds sur terre. Jean-Luc Maleka, merci beaucoup, merci d'être venu. Vous nous racontez du vent. Merci. C'est de l'esbrouf total. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet, bien entendu. Je le promets aux invités. On aura l'occasion d'y revenir. Pardon à tous nos amis qui ont envoyé beaucoup de messages sur Facebook. Je vais peut-être leur répondre d'ailleurs personnellement. Je vais prendre évidemment le temps pour cela. Aurélie Ngaga et Jean-Luc Maleka se serrent la main et c'est très élégant, c'est très bien. D'autant qu'on vous voit à l'écran. Vous êtes en vidéo là, donc les auditeurs qui vont sur notre site vous voient. Refaites-le d'ailleurs, c'est un beau geste que vous avez fait là. Mais moi, je suis très bien. C'était un débat entre deux Congolais, une Congolaise et un Congolais en tout cas. On espère en tout cas que à cette question, la réponse sera positive. Comment éviter une crise majeure au Congo-Brazzaville? On espère que la réponse sera positive et on souhaite évidemment bonne chance au Congo et à tous les Congolais. Et je pense qu'une crise au Congo, évidemment personne ne le souhaite, personne ne le souhaiterait sur le continent et ailleurs encore. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Stéphanie Hartmann, chargée de production, à Jérémy Gibis-Boucher pour la réalisation. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de la radio africaine, Africa numéro 1 et prenez soin de vous. Africa numéro 1, le Grand Débat.